Alors, nos invités ce soir, Manuel Bompard, bonsoir. Bonsoir. Député La France Insoumise, avec nous également Bruno Fuchs, bonsoir. Député Modem. Dorian Droy est avec nous également, politologue, bonsoir. Bonsoir. Expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Et Thierry Curtet, bonsoir Thierry, bonsoir. Notre journaliste politique. Manuel Bompard, d'abord, à partir du 7 mars, après les vacances scolaires donc, est-ce que vous souhaitez un blocage du pays ? Moi, je souhaite qu'on n'ait pas besoin d'en arriver là. Avant le 7 mars, il y a un certain nombre d'autres dates, d'autres initiatives qui sont prévues. Il y a notamment une grande manifestation qui va avoir lieu ce samedi, là, le 11 février. Et donc, je souhaite qu'on soit très nombreux, très nombreuses dans la rue samedi pour que le gouvernement entende enfin le message et qu'il renonce avant qu'on ait besoin d'aller dans des actions qui soient des actions effectivement plus radicales peut-être. Mais il ne faudra pas s'étonner si le gouvernement n'écoute pas l'opposition majoritaire des Françaises et des Français, n'écoute pas les plusieurs millions de personnes qui déferlent dans la rue. Il ne faudra pas s'étonner qu'ensuite les gens se disent, puisqu'il attend que ça, puisque manifestement il y a besoin de ça pour le faire céder, qu'un certain nombre de salariés se disent, on va rentrer dans un mouvement de grève reconductible. C'est clair. Il me semble que si il ne se produit rien d'ici là, c'est sans doute ce qui va se produire. Et j'observe que les Français, d'ailleurs, quand on les interroge sur le sujet, en majorité, j'ai vu un sondage qui disait que 60% des Français étaient prêts à aller jusqu'à un blocage du pays si c'était la seule solution pour faire reculer le gouvernement. C'est ce que disait d'ailleurs Mathilde Panot ce matin, de la France Insoumise aussi, la présidente du groupe. Voilà, on va l'écouter, c'était ce matin sur RTL. Elle parle de ce sondage justement, je vous propose de l'écouter. Quand vous voyez des sondages où 60% des Français sont prêts à un blocage, c'est-à-dire comprennent qu'il vaut mieux quelques jours de galère plutôt qu'une vie ou une fin de vie de misère, une fin de vie de travail de misère. Quand vous voyez que 72% des Français veulent que la mobilisation continue et que le gouvernement reste sourd à 80% des Français, 93% des actifs, à l'intersyndicale uni, à la NUPES unie, je pense que oui, il faut continuer la mobilisation. Bruno Fuchs, vous pensez que les Français vont comprendre ces blocages s'ils ont lieu ? On a encore 3 semaines pour expliquer les bienfaits et les avantages que la discussion avec le gouvernement qui a eu lieu depuis plus d'1 mois a permis d'obtenir. On partait d'une réforme à 65 ans, on est maintenant à une réforme à 64 ans, dans laquelle il y a un accompagnement très fort, puisqu'il y a presque, on arrivera à la fin de la discussion, à au moins 8 milliards... Pardon, vous comptez sur la pédagogie ? Mais bien sûr. Pour que la rue... Moi, ce que j'entends dans ma circonscription tous les jours sur ce sujet-là, c'est que, tout le monde comprend que quand on a une espérance de vie de plus de 80 ans, il faut travailler plus longtemps. Il faut bien, à un moment, financer le système de retraite. Et 2, ce que j'entends, c'est que le gouvernement s'y est mal pris en disant c'est 65 ans, on ne discute pas. Il fallait faire l'inverse, qu'on fait maintenant, avec beaucoup de retard, c'est dire voilà ce qu'on apporte sur les carrières longues, voilà ce qu'on apporte comme avantage et comme accompagnement sur les carrières fragmentées, voilà ce qu'on apporte sur les femmes, voilà ce qu'on apporte sur le travail des seniors. On est en train de faire ce travail-là de pédagogie de ce qu'il y a vraiment dans la loi. Parce que ce qu'on entend dans la rue et ce que dit la France Insoumise, elle n'explique pas ce qu'il y a dans la loi et ce que cette loi a permis aujourd'hui, ou va permettre, si on arrive à débattre, puisqu'il y a 20 000 amendements, donc quasiment 18 000 de la NUPES. Donc on a beaucoup d'avantages dans cette loi qui aujourd'hui ne sont pas connus par les Français. Et de plus en plus dans les sondages, les Français commencent à voir que cette loi n'est pas aussi radicale que cela. Mais je pense que la pédagogie de départ a été mal faite et qu'il faut la rattraper. Et nous, on souffre sur le terrain. Moi, je souffre. Mais vous dites vouloir faire de la pédagogie. On a le sentiment que plus vous faites de la pédagogie, moins vous êtes compris. Comment vous expliquez ça ? Parce que au départ, quand vous dites aux Français c'est 65 ans, il n'y a rien à discuter de plus, eh bien les Français, et on le voit dans la rue, se sentent maltraités. Mais vous avez voulu faire trop de politique. Mais pas nous. Dire 65 ans, fixé comme une espèce de totem qui fait peur, et ensuite revenir un petit peu en arrière, céder quelque chose. Oui. C'était trop artificiel. Oui, parce que quand vous dites 65 ans ou même 64 ans, quand vous êtes un travailleur qui a commencé à 17, 18, 19 ans, eh bien vous dites je vais travailler plus longtemps que quelqu'un qui a commencé plus tard et qui aura donc une retraite plus élevée. Mais même avec ce que vous proposez aujourd'hui, quand vous commencez à 15 ou 16 ans, vous allez finir à 58 ans. Personne ne va finir quand vous commencez à 18 ans, à 64 ans. Personne ne le voit. Il y aura quand même, chez ces gens-là, des gens qui vont cotiser 44 ans avec votre système. Oui, pas sûr, parce que le débat n'a pas eu lieu. Pour l'instant, si. Mais oui, mais le texte... Pardon, mais ils n'iront peut-être pas jusqu'aux 64 ans, mais de toute façon, ils travailleront plus qu'avec la loi actuelle. Oui, certainement. Oui, mais ça, c'est une donnée. On ne peut pas travailler moins. Quand vous voyez la NUPES, ils ne sont pas d'accord entre eux. Il y en a qui veulent 40 ans et 40 annuités. 40 annuités, je vais faire court, et 40 annuités quand vous travaillez, et ça a été chiffré
par LFI, c'est 70 milliards. Allez-y, Emmanuel Bompard. Si vous voulez parler du chiffrage de la France Insoumise, je vais vous en parler moi. Non, mais c'est simple parce que ça évitera que vous... C'est 3 000 euros par Français en plus par an. Disiez une bêtise. Donc il faut bien que quelqu'un paye. Ça évitera que vous disiez une bêtise, puisque le financement de la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation, dans le chiffrage de la France Insoumise, c'est 27 milliards d'euros et pas 60 milliards d'euros. Donc, mais de toute façon, chaque semaine, vous rajoutez 10 milliards. Cette semaine, j'ai entendu dire maintenant, ça coûtait 90 milliards. Bon, après, si vous voulez, on peut parler des propositions alternatives. De fondation, mais en l'occurrence, mais c'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire. Tout le monde pourra vérifier. Mais en l'occurrence, on parle pas de ça là aujourd'hui. On parle du fait que les gens, ils ont très bien compris, contrairement à ce que vous êtes en train de dire, le contenu de cette réforme, ils ont très bien compris qu'ils allaient devoir travailler 2 ans de plus. Et ils comprennent pas pourquoi. Ils comprennent pas pourquoi parce que il n'y a pas de nécessité économique à faire cette réforme. Je pense que vous avez essayé au début. J'ai entendu Monsieur Attal lundi à l'Assemblée nationale nous dire c'est la réforme ou la faillite. Alors, franchement, tout le monde a compris que c'était pas la réforme ou la faillite. Que le léger déficit potentiel, et encore c'est pas certain, qui pourrait avoir lieu autour des années 2030, bah écoutez, moins de 3% des dépenses totales de retraite et moins d'1% du PIB, oui c'est un déficit léger, c'est clair, et ça tout le monde l'a bien compris. Votre réforme est inutile. On va pas refaire le débat sur la réforme des retraites. C'est pas léger. Non mais puisqu'on parlait des arguments, donc elle est inutile d'un point de vue. Je vais m'arrêter, vous allez voir. Elle est inutile d'un point de vue. C'est des dizaines d'hôpitaux, c'est des dizaines de collèges. Vous allez voir, elle est inutile d'un point de vue économique et elle est profondément injuste. Et les gens, ils ont bien compris. Donc, continuez à faire de la pédagogie. Moi, ça me va très bien. À chaque fois que vous parlez, il y a encore plus de gens qui sont... Alors, justement, sur cette question d'Orion Droy, les gens ont bien compris ou pas? Est-ce qu'ils ont bien compris la réforme, mal compris? Qu'est-ce qui se dégage vraiment de l'opinion? Je pense qu'on n'a pas compris ce qu'avaient compris ou pas les gens. C'est-à-dire que dans ce débat... Plus les jours passent, plus j'ai le sentiment qu'on passe à côté de l'essentiel en fait de ce qui cristallise dans l'opinion. Ce qui cristallise dans l'opinion, c'est l'âge de départ, mais pas que. Parce que ce qui cristallise derrière, ce que ça veut dire cette cristallisation, c'est le rapport que les citoyens portent au travail aujourd'hui. À la fois la manière dont ils se représentent dans le travail et à la fois dans la manière dont ils se représentent dans la société. Quand on regarde les enquêtes d'opinion depuis les années 80-90, il y a une évolution qui est très forte là-dessus. C'est-à-dire qu'avant, il y a 30 ou 40 ans, le travail était une valeur presque identitaire. C'était son identité. La manière dont on se présentait à la société et dont on se représentait sa vie dans la société. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Le rapport au travail, il a complètement changé. Ce qui est en dehors du travail est parfois plus aussi identitaire ou plus constitutif de ce qu'on est que notre travail. Donc en fait, de mon point de vue, il est là le vrai débat. Il ne peut pas être simplifié à société du travail versus société de la paresse. Ça serait facile, mais c'est faux. Il est là le vrai enjeu. C'est quel est le rapport des Français au travail, plus que les annuités, tous ces débats qui sont assez techniques. Mais ces sondages, justement, qui disent que les Français, majoritairement, sont contre cette réforme des retraites, qu'est-ce que ça dit, justement, du rapport des Français au travail? Puisque c'est ça, pour vous, le débat essentiel. Oui. Ça dit, justement, qu'il faut réfléchir à comment est-ce qu'on se représente sa vie et en dehors du travail. Mais donc ça veut dire que là, la notion de travail, en tout cas le travail tel qu'il existe aujourd'hui, ne convient pas. Oui, parce qu'il y a l'enjeu de quelle est la rétribution de notre travail, quel est le sens qu'on donne à sa vie professionnelle. Oui. Ce ne sont pas des enjeux minimes ou des enjeux un peu bobos, comme on a tendance à le dire. Loin de là, c'est assez profond, presque philosophique. Maintenant, ce qui est le point de rupture sur ce projet de réforme, c'est l'âge de départ. Et ça, c'est pas quelque chose qui est amené à varier dans l'opinion, en tout cas. Et on le voit, plus il y a de pédagogie sur le sens de cette réforme, plus l'opinion se cristallise en soutien des manifestations ou des oppositions. Bon, en tout cas, il y a une mobilisation de la rue, des syndicats, il y a des grèves qui sont encore prévues, peut-être des blocages à venir aussi le 7 mars. J'ai une question, Thierry. Les blocages, dans l'histoire, on va dire, syndicale ou des manifestations, est-ce que ça marche ? Ça a marché une fois, en 1995. Jacques Chirac est élu au mois de mai. Et le pays est totalement bloqué au mois d'octobre, lorsque Alain Juppé, Premier ministre, droit dans ses bottes, c'est ce qu'il a dit en tous les cas, veut réformer à la fois la sécurité sociale et les retraites. Et d'un seul coup, le pays se bloque totalement. Vous avez la SNCF qui ne roule plus, la RATP qui ne roule plus, la Poste qui ne fonctionne plus. Et la grève est, à l'époque,
très populaire. Il y a une sorte de grève par procuration parce que dans le privé, on a déjà décalé le nombre d'annuités. Jacques Chirac veut que le nombre d'annuités dans le public passe de 37 ans et demi à 40 ans. Dans le privé, c'est déjà fait. Et là, il y a une espèce de grève par procuration. Et la grève est très populaire. Et 3 semaines après le blocage du pays, eh bien, Alain Juppé est obligé de reculer. Il y a 2 autres cas de figure où les gouvernements reculent ces dernières années. C'est lorsque les jeunes descendent dans la rue. Ça, c'est la terreur de tous les gouvernements. Et là, c'est un peu le cas, mais pas vraiment le cas. C'est l'un des outils que veut, enfin l'un des outils, l'une des mobilisations que veut faire LFI, c'est mobiliser les jeunes. Et lors des derniers mouvements, ça a plutôt bien fonctionné. Ça a fonctionné une fois en 2006. Le gouvernement Villepin, à l'époque, a dû retirer le CPE. Et puis il y a eu un autre cas de figure plus récent où un gouvernement a dû reculer. C'est lorsqu'il y a une agrégation des luttes. Et là, c'est plutôt 2013, lorsque le gouvernement de François Hollande veut imposer la taxe carbone. Et en Bretagne, la Bretagne est bloquée. Et il y a dans le même temps des grèves à la SNCF et des grèves à la Poste. Et donc le gouvernement a très peur que ces mouvements s'agrègent entre eux et bloquent le pays. Manuel Bompard, sur la mobilisation des jeunes, c'est un levier que vous voulez pousser. D'abord dire que oui, bien sûr qu'on peut gagner. Enfin, l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le gouvernement recule le plus rapidement possible. Moi, honnêtement, je préfère qu'il recule sous l'effet des mobilisations massives auxquelles on assiste depuis maintenant plusieurs semaines et auxquelles on va assister, j'espère. Mais sans blocage, est-ce que ça marche? Ça, dans l'histoire, ça marchera. C'est la vraie question. Ça a marché aussi dans l'histoire. Par exemple, le contrat première embauche, pour donner cet exemple, voté à l'Assemblée nationale et retiré, non promulgué à l'époque par le président de la République sous l'effet de certaines mobilisations. Alors là, il y avait eu un cas particulier, c'était qu'effectivement les jeunes étaient dans la rue, c'est ce que je disais. Ça fait peur au gouvernement. Et puis il y avait une guerre interne au gouvernement entre Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, et quand j'entends s'exprimer un certain nombre de députés macronistes ou du MoDem, j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément très éloigné de ce cas de figure. Mais pour le reste, vous m'avez posé une question sur la mobilisation de la jeunesse. Oui, moi je souhaite élargir au maximum la mobilisation et donc je souhaite contribuer à faire en sorte que les jeunes participent aussi de cette mobilisation. Pour eux, contrairement à ce qu'on dit parfois, la retraite, c'est très concret pour plein de raisons, mais notamment pour une raison très simple, c'est que plus vous allez pousser les gens à rester longtemps sur des postes de travail, et plus les jeunes vont avoir des difficultés à trouver un emploi à la sortie de leurs études. Et ça, je crois qu'ils l'ont bien compris. Mais est-ce que vous pouvez y arriver sans mobilisation, uniquement avec la mobilisation et sans blocage du pays? Mais vous pensez y arriver? Je vois bien que pour l'instant, le gouvernement, en tout cas, fait la sourde oreille. Je le vois bien, je l'observe. Donc il faut, quand les gens en face font la sourde oreille, il faut crier plus fort. Donc crier plus fort, c'est être plus nombreux dans la rue. J'espère que ça sera le cas samedi. Mais si le gouvernement s'entête, il portera la responsabilité d'une situation où le pays, effectivement, sera sans doute confronté à des situations plus difficiles. Bruno Fuchs, ce que fait ou ce que fera la rue n'aura aucun impact? Bien sûr, ça a beaucoup d'impact déjà sur la façon dont les parlementaires discutent le texte. On ne peut pas discuter le texte parce que... Non mais aucun impact, je veux dire la loi passe ou pas. La loi, elle doit passer parce qu'il faut une société dans laquelle les gens... Donc aucun impact. Si, c'est un impact parce que la loi, c'est pas uniquement une mesure d'âge, c'est aussi toutes les mesures d'accompagnement. C'est la mesure d'âge qui derrière. Vous avez aujourd'hui au budget de l'État chaque année 30 milliards d'euros dédiés au déficit du régime des retraites, notamment de fonctionnaires. Ces 30 milliards d'euros, moi, j'ai pas envie que mes enfants, ils portent en plus la dette. Ces 30 milliards d'euros, on en a besoin pour des hôpitaux, on en a besoin pour le changement climatique, on en a besoin pour l'innovation, on en a besoin pour investir dans les entreprises, dans la souveraineté industrielle. On a commencé en 2017 à le faire avec des emplois industriels qui sont recréés. On a signé 5 millions de CDI en 2022. On a 1 million d'apprentis. Donc cette énergie-là, cette économie qui fonctionne, il faut bien la nourrir par du capital, par de l'argent. Et moi, je ne veux pas que cet argent-là, il soit de l'argent de notre budget national qui ne va pas aller. Donc ça veut dire que les manifestants n'ont pas bien compris la réforme. C'est ce que vous nous dites. Ça veut dire que nous, on n'a pas bien expliqué aux manifestants les biens. Non, mais c'est pas l'inverse. Je vous dis depuis le début que la pédagogie, que c'était mal fait. Ils ont très bien compris. Pourquoi vous les prenez pour les imbéciles, les gens comme ça? Il y a des gens ont très bien compris. Ils sont contre. Des gens comme les régimes spéciaux. Ils sont contre. Des gens de la RATP. Mais là, on parle de 62 à 64 ans. Ils sont contre. Mais c'est pas qu'ils n'ont pas compris. Ils sont contre. Je dis, quand vous dites à quelqu'un qui va travailler plus longtemps, personne ne veut travailler plus longtemps. C'est normal de manifester, de se rebeller. Non, c'est une nécessité de société. On a 27 ans. Une femme aujourd'hui, il avait 27 ans à la retraite en moyenne en France. C'est un des pays où on vit le plus longtemps à la retraite de l'OCDE, dans lequel on part le plus tôt à la retraite. À un moment, il y a
chacun gère son budget familial. On voit bien qu'on ne peut pas... C'est en France qu'on a le nombre de retraités pauvres le plus faible, monsieur. Vous voulez qu'on s'aligne sur l'Allemagne, 2 fois plus de retraités pauvres qu'en France. À un moment, tout le monde comprend, quand on a un budget, qu'il faut savoir le financer, son budget. On ne peut pas partir en vacances, moins de travailler, acheter une voiture, et puis continuer à elle a été excédentaire l'année dernière. Vous appelez la responsabilité des Français. C'est pas excédentaire. L'année dernière, ça a été excédentaire. Plus de 3 milliards d'euros. 30 milliards au budget de l'État pour des déséquilibres de régime de fonctionnaires. Mais le régime des retraites, monsieur, a été excédentaire l'année dernière de 3 milliards. Allez voir le rapport du Conseil d'orientation des retraites, si vous le souhaitez. C'est lié à la conjoncture et à la croissance économique de 2021. Bon, donc il a bien été excédentaire, vous êtes d'accord? Donc il n'a pas été en déficit, vous êtes d'accord? Sur une année. Oui, non, sur 2 années, l'année précédente également. C'est lié. Ah bah, à chaque fois que vous donnez un argument, je suis en train de vous faire la démonstration que vous mentez. Tout le monde les connaît ces 2 ans, ces années exceptionnelles. Voilà. Mais structurellement, il n'est pas... Non, les 30 milliards du budget de l'État, ils sont toujours donnés au régime. Donc il y a un déficit. Vous pensez que le président du Conseil d'orientation des retraites ment quand il vous dit qu'il n'y a pas de dépenses c'est en annexe, il ne l'a pas mis en avant, mais c'est en annexe, parce que pour lui, c'est normal que l'État, donc que vous, non, il vous a pas dit ça, il vous a dit que les dépenses étaient maîtrisées, qu'elles allaient même plutôt diminuer à terme. Déclaration du président du Conseil d'orientation des retraites. C'est déficitaire dans les années à venir, jusqu'à 150 milliards. Et qu'ensuite, ça revient excédentaire. Mais oui, mais à 2050, personne ne sait comment ça va se passer, vous savez bien. Ah, donc en 2030 ou 2040, on sait, mais en 2050, on ne sait pas. Cet argent-là, on a besoin pour investir dans la jeunesse. Franchement, votre argument n'est pas très convaincant sur la nécessité économique de la réforme. Vous n'allez pas être convaincu par ces arguments, c'est sûr. Ça c'est assez évident. Mais je crains pour lui que les Français non plus. Je fais exprès, parce que je ne veux pas revenir dans les arguments de chiffres, parce que le corps dit tout et n'importe quoi. On peut prendre toutes les hypothèses du corps. C'est extraordinaire. Donc, on peut faire ce débat-là. On va le faire maintenant. C'est vous qui avez mis le Conseil d'orientation des retraites en avant. Je ne veux pas aller plus loin dans le débat parce que je sais très bien qu'on va dire chacun les chiffres qu'il va donner et les miens sont vrais et le corps donne toutes les hypothèses. Donc il y a à prendre et à manger. Et donc du coup... ça s'interprète des 2 côtés. Alors, prochaine mobilisation, ça sera samedi. On va voir d'ailleurs toutes les différentes dates de mobilisation prévues. Si on peut les voir s'afficher. Voilà, samedi 11 février, jeudi 16 février. Et appel à la grève le 7 et le 8 mars aussi pour la journée de défense des droits des femmes. Il y a eu un petit peu moins de monde dans la rue mardi. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on ait un petit peu plus de monde parce que c'est un week-end, c'est samedi et peut-être qu'il y aura plus de gens dans la rue? Oui, et c'est une volonté aussi de l'intersyndicale d'avoir une stratégie de montée en puissance sur le temps long en même temps que... les débats se font à l'Assemblée nationale, puis quand le projet de loi arrivera au Sénat. Donc il y a aussi cette volonté de l'intersyndicale et des organisateurs de faire monter en pression, de faire monter en puissance en alternant des temps en journée et des temps en week-end qui sont susceptibles de ramener beaucoup plus de monde et de montrer un effet un peu plus waouh, en tout cas sur les images dont on a l'habitude. Mais ce qui va être intéressant, et ce qui est intéressant d'observer d'ailleurs dans ces mobilisations, c'est plutôt les villes moyennes et les petites villes, parce que c'est là où on regarde, on peut voir qu'il y a une surmobilisation par rapport aux réformes précédentes ou aux manifestations d'il y a quelques années. Il y a une mobilisation beaucoup plus forte dans les petites et moyennes villes. Donc c'est ça qui va être intéressant à observer. Et ça s'explique ? Ça s'explique non. En tout cas, moi, j'ai pas l'explication, pas encore, mais c'est plutôt la tendance, moi, que j'aime bien observer de manifestation en manifestation, qui est beaucoup plus parlante, je trouve, que les chiffres qu'on peut avoir à Paris ou autres. Je pense que ça dit quelque chose de la souffrance ou l'inquiétude que ça peut créer dans ce qu'on peut appeler la France des périphéries, en fait, la France des préfectures, comme on l'appelle. Oui, il faut reconnaître qu'il y a une partie des gens qui travaillent qui ne peuvent pas faire grève, parce que faire grève quand vous travaillez, c'est pas de salaire. Donc oui, ça coûte cher. Donc le week-end, c'est évident que ça permet à plus de monde d'exprimer son Et ça intention. peut expliquer, selon vous, qu'il y ait eu moins de monde avant-hier ? C'est rien, certainement. Puis un essoufflement aussi, parce qu'on voit bien que manifester, finalement, ça peut durer, ça a duré. À l'époque... On voit bien que ça ne sert à rien, vous alliez dire ça, Pardon. En l'occurrence, ça va servir. En l'occurrence, non, c'est pas ce que j'ai dit. En l'occurrence, ça va servir, parce que regardez le projet de loi tel qu'il est écrit aujourd'hui par rapport à ce qu'il y avait il y a un mois et demi, ça a très nettement changé. Il y a aujourd'hui 6,5 milliards d'euros qui sont donnés justement à l'accompagnement des personnes précaires. Donc, mais la réforme Woerth, par exemple, de 2010, il y avait eu 7 manifestations à plus de 1 million et 2 ou 3 millions suivant la CGT, mais plus d'1 million, 900 000 à 1 million, et ça n'avait pas fait changer le gouvernement. Donc moi, je ne raisonne pas comme ça en rapport de force. Je dis que les personnes qui manifestent, c'est qu'elles ressentent, elles pensent ça, et c'est donc c'était à nous
à expliquer en réalité il faut qu'on travaille plus dans ce pays, c'est obligatoire, c'est nécessaire. Alors, mais si vous peut-être que vous arriverez à convaincre, pardon, je voudrais qu'on avance un peu, je voudrais qu'on avance un peu parce qu'il nous reste 5 minutes. Alors. Voir le texte lui-même, aujourd'hui c'est le texte du début, c'est pas le texte... Oui, mais est-ce que vous passez en force si vous n'arrivez pas à expliquer, puisque là vous voulez expliquer, j'ai compris. Dites pas il y a le gouvernement et il y a les parlementaires. Alors justement, on va parler de ce débat à l'Assemblée, puisque c'est le thème que je voudrais aborder, il nous reste 5-6 minutes, de cette ambiance compliquée, on va dire, un peu délétère à l'Assemblée. Avant ça, je voudrais qu'on regarde une image, une photo postée par un député de la France Insoumise, Thomas Porte. On va la voir s'afficher, voilà, avec, on le voit pas très bien, mais un ballon avec à l'effigie d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail. La légende de la photo, c'était « Retirez votre projet de loi, monsieur le ministre ». Ça vous semble... Qu'est-ce que vous pensez de cette photo ? Je pense que c'est une polémique grotesque, j'espère que vous allez instrumentalisée par La République En Marche. Parce que Thomas Porte est allé à une initiative organisée par des inspecteurs du travail qui jouaient au football avec des ballons sur lesquels était floqué le visage d'un certain nombre de personnalités. Oui, mais sauf que, pardon, mais la photo n'a pas été prise comme ça, on le voit en train de jouer. Il a posté une photo avec une légende. C'est grotesque. C'est un peu différent. C'est une polémique qui est grotesque. Et je pense que personne de sérieux qui nous écoute considère que cette photo est une photo de violence. Voilà. Un appel à la violence, c'est ce que dit la majorité. À part la majorité qui cherche n'importe quel sujet pour essayer de dramatiser, de brutaliser son opposition. J'espère que la violence qui est montrée là va être condamnée. J'espère que la violence qui est montrée dans l'hémicycle avec cet après-midi encore. Vous avez un député, dont je ne vais pas citer le nom, que tout le monde connaît, qui a insulté plusieurs fois la majorité en disant « ferme ta gueule ». Non, ne racontez pas des choses qui sont inexactes. Ça a été dit, ça a été vu, ça a été enregistré. Ah non, ça a été ni dit, ni vu, ni enregistré. Voilà, ça a été vu. On n'y était pas, on ira vérifier. Qui en parle, donc c'est très bien. Qui, pardon, en parle ? Une dépêche de l'AFP qui l'explique, et des témoins. Ne cherchez pas à minorer les événements. Mais je ne cherche pas à minorer les événements. Et là, vous devez forcément condamner. Mais vous êtes grotesque, vous vous en rendez pas compte. Ne me parlez pas comme ça. Mais si, mais vous cherchez à construire une polémique sur quelque chose qui n'en est pas une. C'est grotesque. Quand le président de la Commission des Finances dépasse ses droits et fait un abus de droit en proposant un amendement qui n'aurait jamais dû se retrouver dans un texte de loi, c'est de l'abus de droit. Ça, c'est de la violence. On est en train de chercher la dépêche. Violence on est en train de chercher la dépêche. Je vais vous la donner. Vous devez condamner cette photo. Mais monsieur, je suis pas pour ça ici. Et deuxièmement, si maintenant jouer au football c'est être violent, vous allez mettre beaucoup de gens à dos. S'il y a beaucoup de gens qui jouent au football. Personne ne joue au football en écrasant le ballon avec l'effigie d'un ministre. Alors, j'ai un très mauvais exemple. J'ai pas de commentaire sur la photo, mais sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est quand même intéressant. Et je pense qu'il ne faut pas trop dramatiser la partie de vie théâtrale dans le débat parlementaire. Elle est saine, je pense qu'elle est même de nature à revitaliser aussi la démocratie, parce que ça peut réintéresser les citoyens qui vont observer ces débats, où c'est quand même un peu plus intéressant que d'aller voir un film dont on connaît la fin. Et donc je pense qu'il faut accepter que la vie politique accepte aussi cette part de théâtralité, de mise en scène. Mais pas de violence. Oui, je parle en tout cas des débats de l'Assemblée nationale. C'est un appel à la violence. Je disais une interview de Jean-Louis Debré dans Libération qui était assez intéressante, où il disait justement que là, l'Assemblée nationale n'est pas ni meilleure, ni pire, ni plus grave, où les débats ne sont pas plus tendus ou moins qu'avant, quand on regarde un peu l'histoire par le... On avait cette discussion avec Thierry. Les gens aussi. Qui sont très sains. Non. Avant d'aller en tête, on avait cette discussion. Est-ce que c'est vraiment plus violent maintenant qu'avant ? Sur ce débat-là, il y a parfois effectivement des échanges extrêmement violents, mais pas pour l'instant sur ce débat-là. Il y a eu d'autres débats récents, par exemple sur le mariage pour tous, sous François Hollande, où les débats étaient extraordinairement plus virils, avec beaucoup plus d'engagement de chacun des députés. Là, pour l'instant, j'ai pas vu d'actes de violence, j'ai pas vu de débordement dans les débats. J'ai vu beaucoup d'obstruction, ça oui. J'ai vu de l'obstruction parfois intelligente, parfois un peu bébête, mais j'ai pas vu... Gouvernementale parfois, je sais pas si vous l'avez vu. Encore cet après-midi, par exemple, puisque vous parliez de cet après-midi. Mais on parlait d'autre chose cet après-midi, on parlait d'une niche socialiste qui n'a rien à voir avec la réforme des retraites. Certes, mais il y avait bien de l'obstruction gouvernementale. Mais il y a depuis le début de la semaine aussi de l'obstruction qui, chez vous, parfois est assez intéressante et parfois ne l'est pas. Il faut bien reconnaître que l'obstruction est un outil parlementaire depuis extrêmement longtemps. Le système de l'obstruction, ça a été inventé au 19e siècle aux États-Unis, mais en France, c'est la droite qui a commencé à faire de l'obstruction sous François Mitterrand contre une loi Robert Hersan. Une loi contre la concentration de la presse. Et c'est là, à l'époque, la droite qui a remis au goût du jour l'obstruction. La gauche, après, ne s'est pas privée, mais c'est un outil parlementaire très classique. Puisque vous parlez de la droite,
Sans la droite, la loi ne passe pas. Comment ça se passe? Elle ne passe pas. Comment ça se passe? Normalement, non. La pêche aux voix des LR. On a le RN et on a la NUPES qui est opposée par principe à la loi, à tel point que tellement d'amendements qu'on ne pourra pas discuter de la loi complètement. Donc c'est le Sénat qui fera la loi. Parce que vous savez très bien que c'est faux, parce que c'est la procédure parlementaire que vous avez utilisée qui va nous empêcher de débattre de la loi jusqu'au bout. Puisque vendredi prochain, les débats vont s'arrêter. Oui, mais parce que vous avez choisi ce qu'on appelle un budget rectificatif. On a 2 fois plus de temps que la loi Touraine, ou 2 fois et demi plus que la loi... La première réforme sur les retraites en France, il y a eu 4 mois de débat à l'Assemblée nationale. 4 mois. En 1905. Là, vous nous proposez... En quelle année 1905. Non, la première, je pense que c'était plutôt dans les années 1910. Oui, bon, attendez, vous rigolez. La loi Touraine, la dernière, il y a eu 45 jours, là, on a 70. Non, on n'a pas 70. Le débat a commencé lundi et il va se terminer vendredi prochain. Et encore, pas des jours complets. 70 heures. Lundi, vous avez démarré à 16 lundi, on n'a heures. pas eu. Aujourd'hui, on n'a pas eu. En vrai, il y a 9 jours. En tout cas, il y a le temps qu'il faut et il y a 18 000 amendements pour bloquer, parce qu'en fait, ils ne sont pas d'accord entre eux. Vous avez, certains veulent 40 annuités, d'autres 43, etc. Ils ne sont pas d'accord sur le financement. J'ai l'impression que c'est plutôt vous qui n'êtes pas trop d'accord les uns avec les autres pour l'instant. Mais bon, moi je lis vos textes et vous essayez de renverser la logique, je comprends, mais regardez, le Rassemblement national. Mais bon, je vais être obligé de dire ça. Ça me coûte vraiment beaucoup de le dire. Le Rassemblement national dépose 278 amendements. Mais oui, parce qu'ils veulent parler du texte, ils veulent aborder le fond. Vous ne voulez pas, vous voulez masquer. Précisément faux, tous nos amendements sont des amendements sur le fond. Mais pas du tout, je vous donne des exemples d'amendements. Dernière question, pardon Thierry, vous qui passez tous les jours à l'Assemblée. C'est pas vrai. Tous les jours à l'Assemblée, quel est votre sentiment? Est-ce que vous avez le sentiment que la loi va passer? Une seule chose de sûre, c'est que, mais c'est M. Bompard qui a la réponse à cette question, mais enfin je mettrai une pièce là-dessus, la loi, l'examen du texte n'ira pas au bout à l'Assemblée nationale, ça c'est à peu près sûr. On ne sait même pas si l'article 7 sera, l'article 7, c'est l'article, il y a 20 articles dans la loi, et l'article 7 c'est celui qui repousse l'âge de départ de 62 à 64 ans. Et en fait, c'est l'opposition qui est en quelque sorte maître des horloges sur cette loi, et en fonction du nombre d'amendements qu'elle va vouloir examiner ou qu'elle va vouloir retirer, le texte ira plus ou moins loin dans l'examen. Mais vous dites c'est moi, mais non, c'est pas vrai. Le gouvernement peut tout à fait décider d'ouvrir des jours de débat supplémentaires à l'Assemblée nationale. Pas avec ce véhicule. Par exemple, samedi et dimanche là. Samedi et dimanche. Il aurait pu. L'Assemblée nationale est fermée. Nous, on a demandé que ça soit ouvert. Vous avez refusé. Il aurait pu. En même temps, vous dites... J'ai refusé. Moi, vos groupes, en tout cas. Oui, mais pas d'amalgame comme ça. Vous êtes dans un groupe. Bon, d'accord, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec votre groupe. Mais ça aurait été 2 jours. J'ai pas dit ça, mais moi, je n'ai pas décidé. Bon, mais votre groupe a refusé d'ouvrir le débat samedi et dimanche. Donc, vous ne pouvez pas à la fois dire, vous avez fait trop d'amendements, on n'a pas le temps de débattre, on veut débattre, etc., et refuser les jours qui sont disponibles. Moi, je suis prêt à venir samedi soir, dimanche matin, dimanche soir, il n'y a pas de problème. Parlez-en à votre groupe. Sincèrement, vous rigolez. Ils s'amusent tellement c'est. Non, je ne m'amuse pas. C'est vos arguments qui sont assez amusants, ça c'est vrai. Il faudrait ouvrir 4 mois de dimanche. Merci à vous. Merci. Il rigole tellement. Tous les 4. C'est faux. C'est bien d'avoir le sourire quand même. Non, mais qui sait que c'est faux. Qui sait que c'est faux. Merci beaucoup d'avoir participé. Il est content de lui-même. À ce débat ce soir. On l'a déjà évoqué.